Je suis particulièrement heureuse aujourd'hui de vous présenter Giada Ricci, qui est une très vieille connaissance. On a collaboré en 90 pour une exposition sur l'Europe qui finalement n'a pas été faite, parce que c'était juste au moment où il y avait l'histoire de Yougoslavie qui a éclaté, et M. Mitterrand, qui devrait être notre patron de l'exposition, a décidé qu'on ne pouvait pas parler de l'Europe en fait à un moment donné où l'Europe était en guerre. Donc, tu te souviens de ça? Mais avant, on avait fait l'exposition de Chypre. Oui, on avait fait. On s'est connus. Voilà, on s'est connus avec l'exposition de Chypre. Voilà. Et l'autre grand coup était l'exposition de l'Europe. Enfin, toute. Oui, bien sûr. Parce qu'on devrait renouveler les salles d'exposition de l'Europe au Musée de l'Homme. Oui. Voilà, depuis, on ne se voit pas tout le temps, mais on ne s'oublie pas pour autant, parce qu'on est toutes les deux méditerranéennes. Et nous tenons aux amitiés. Giada est italienne, moi étant grecque. Et on se revoit, comment dirais-je, souvent, dans le sens, on communique souvent, de temps en temps, par l'esprit, sans communication directe. Et on a des amis communs, entre autres, à Frédéric Girard, qui devrait parler théoriquement ce soir. Bon, Giada nous a apporté des nouvelles. Il a des examens très importants à faire demain. Donc, Giada n'est pas pour le remplacer. Elle est là parce qu'elle est ma plus vieille copine et parce que c'est une fille extraordinaire. Ayant fait, c'est une architecte qui a eu le courage de faire une thèse sur la conception et l'utilisation de l'espace muséal au Japon, juste récemment, parce que c'est une personne qui aime toujours être en avant et qui aime toujours prendre des initiatives, comme une bonne méditerranéenne qu'elle est. Ah voilà. Écoute, j'espère qu'il y en a d'autres que méditerranéens. Écoute, on essaiera d'en trouver. Voilà, et donc je lui cède la parole et j'espère de la revoir. Oui, dernière chose, Giada a bien accepté de faire partie du conseil administratif de la société. Donc je vous la présente à même titre comme une de nos prochains administrateurs. Voilà. Et ça va debout? Oui, de tout ça. Alors, bon, je suis un jeune docteur, comme on dit, et au début, quand j'ai commencé ma thèse, je pensais que ça faisait référence à l'âge, et en fait, non, ça fait seulement référence à la date de soutenance de la thèse. Donc, je suis toujours jeune docteur, encore pour 2 ou 3 ans. Donc ma thèse portait sur l'espace muséographique au Japon, concept et spécificité de la mise en exposition des œuvres dans les musées d'art. Et je vais vous parler ce soir de l'espace et l'œuvre d'art au musée, tradition et esthétique au Japon. En réalisant plusieurs expositions au Japon, donc dans le cadre de mon activité professionnelle d'architecte muséographe, je me suis attachée à connaître davantage cette culture qui a fasciné artistes et architectes. J'ai souhaité approfondir une problématique dans le domaine du musée en partant de mes compétences et mon expérience de muséologue, d'architecte et de scénographe. Depuis la première apparition dans le vocabulaire japonais du mot musée d'art, Bijutsukan, en 1873, jusqu'au musée du XXIe siècle, mes recherches ont eu l'objectif de dépasser l'approche historique et la simple description comparative des pratiques muséales. Mes recherches portent plutôt sur l'espace muséographique dans les musées d'art et au croisement de disciplines telles que l'architecture, la muséologie, la muséographie-scénographie, l'histoire des musées et de l'architecture. Donc dans une démarche interdisciplinaire qui correspond à mon activité professionnelle qui s'exerce effectivement dans ces domaines et que j'ai une discipline qui n'a pas de nom et que j'ai provisoirement baptisée muséonomie. J'ai cherché à comprendre la spatialité japonaise comme expérience de l'espace, les pratiques de conception et de perception, les dispositions symboliques codifiées, les respects des œuvres et l'environnement naturel,
En effet, l'architecture japonaise prémoderne a développé une spatialité et des modalités particulières de création et de construction de l'espace que l'on retrouve dans les réalisations contemporaines. L'origine et la naissance des musées au Japon ont fait l'objet de quelques études et articles avec des points de vue allant de l'histoire de l'art et du patrimoine à l'architecture, mais toujours des visions partielles. Pour identifier les caractères de l'espace muséographique au Japon, il m'a semblé possible de considérer les traditions japonaises des collections et présentations des œuvres en faisant l'hypothèse que l'esthétique et les pratiques muséologiques et muséographiques d'aujourd'hui y trouvent leurs racines. Les traditions de présentation des objets, objets sacrés en particulier, aussi bien dans la sphère publique que privée, ici c'est une présentation d'objets religieux dans un temple, faisant écho aux concepts occidentaux d'exposition et de musée, donne des indications quant au regard porté sur l'œuvre d'art au Japon. Dès l'époque de Kamakura, donc en 1185-1333, l'on observe parmi les pratiques publiques d'exposition des présentations surtout temporaires mais aussi permanentes d'images sacrées, que ce soit des statues ou des peintures. Dès la même époque, l'on observe dans les temples et dans les demeures des classes guerrières la présentation de peintures et d'objets dans les alcôves décoratives, Oshita et Tokonoma. Les pratiques traditionnelles d'exposition sont dans le contexte religieux, les etoki, les kaicho, mado, dans les contextes de temples ou sanctuaires, mushiboshi, c'est une pratique de conservation des objets, je vais vous en parler, et busankai, c'est plutôt des foires de plantes médicinales, etc. Mais c'est ce que j'ai trouvé donc, dans la période pré-Meiji. Les kaicho sont des dévoilements, littéralement dévoilement ou ouverture du rideau. Et dans les institutions religieuses, temples et sanctuaires, ce sont les principales occasions d'accès aux œuvres, d'habitude cachées à la vue dans l'enceinte des temples. Ce sont des expositions exceptionnelles d'images sacrées et une variante du kaicho, qui veut dire dévoilement, c'est le degaicho, qui est donc une présentation itinérante faisant voyager les mêmes statues ou peintures pour être exposées dans l'enceinte d'un autre temple. Et je l'imagine comme les expos temporaires d'aujourd'hui, c'est-à-dire que là aussi il y avait cette idée de faire voyager donc c'est une forme d'exposition. Aussi les aérations, attendez, je vais vous dire ça. Les etoki, donc c'était des lectures des textes sacrés, donc comme dans l'image d'avant, c'est-à-dire qu'on expliquait les images sacrées, et donc ça se faisait dans le temple bouddhiste. Également lié à la pratique religieuse est l'exposition des ema. Là, vous avez deux exemples de kaicho et de gaicho. Donc dans le temple et les autres objets ont voyagé. Ici à droite et à gauche, il y a plusieurs images d'un pavillon des ema, qui sont des peintures votives. Le nom ema vient des peintures de cheval, parce que les familles offraient au temple des chevaux et offraient ou des châteaux ou des revenus d'une ferme, etc. Mais en même temps, ils offraient des images de ce qu'ils offraient.
Donc, en fait, ici, dans ce pavillon des Emma, celui-ci est de 1607 et toujours conservé aujourd'hui. Vous le voyez à gauche, j'ai pris cette photo en novembre 14. Dans les temples Shinto, où un pavillon est dédié à la présentation de ces tablettes votives. Donc, c'est vraiment, on voit déjà une forme d'exposition. Aussi, tous les ans, à la fin, donc d'ailleurs, il y a une exposition là il y a une gravure du 19e qui montre comme on regarde toujours vers les hauts. Et c'est quelque chose, cette exposition en hauteur et inclinée vers le visiteur, qu'on retrouve dans les premières expositions au Japon. Tous les ans, à la fin des étés, il y a aussi les mushiboshi. C'est le séchage des insectes, c'est-à-dire que c'est une mesure préventive de conservation des objets du temple contre les dommages dus à l'humidité, à la vermine. Et en fait, c'était une occasion, les œuvres étaient sorties et c'était noté dans les guides de voyage pour que les gens se rendaient voir les objets quand ils étaient sortis. Pour ces aérations. Et encore aujourd'hui, c'est une pratique courante des conservations au Japon. C'est-à-dire que les sociétés qui s'occupent de conservation des objets, etc., font des mushiboshi tous les ans. Voilà. Dès l'époque d'Edo, se tiennent aussi des expositions régionales. Là, on a parlé surtout des pratiques religieuses. Dès l'époque d'Edo, se tiennent aussi des expositions régionales à but commercial de produits naturels et de plantes médicinales. Ce sont les Busankai, voilà, droite. Et aussi en dehors de l'enceinte des temples, des foires commerciales et des spectacles profanes accompagnent le kaicho, donc la présentation religieuse, et on les appelle misemono. Voilà. Donc, à gauche, vous voyez donc en Occident, au XVIe siècle, en haut, donc on voyait les premiers cabinets de curiosité, donc prémices de collection, donc les premières collections et prémices du musée. Les premiers musées, en bas vous voyez la Schmorlen, qui est donc 18e siècle, 1700 et quelques. Donc le premier musée déjà au fin 18e siècle. Au Japon, la première exposition a lieu en 1872. Elle s'appelle Curiosité de jadis et d'aujourd'hui et a lieu à Ushima Seido, dans un temple. C'est souvent le cas dans ces premières, alors qu'il n'y avait pas de musée encore. Voilà. Le Japon souhaite participer aux expositions universelles à la fin du 19e siècle. Le Japon, qui n'était pas encore installé comme nation, a participé avec seulement quelques objets à Londres en 1851, de façon un peu plus, grande à Paris en 1867, donc aux expositions universelles. Mais ici, en 1972, cette exposition est en préparation de l'exposition universelle de 1873 qui aura lieu à Vienne. C'est la première présentation du Japon avec un pavillon national. Et on voit que déjà, donc là, dans cette exposition à Tokyo, ils sont recueillis tous les objets qui viennent de toutes les parties du Japon et qui vont après partir à Vienne. Voilà. Attendez, j'ai une autre image. Voilà. Ça, c'est donc le pavillon et le jardin japonais à l'exposition universelle de Vienne. C'est intéressant de voir comme donc dans l'image de gauche, à gauche et à droite, on voit deux bâtiments très allongés qui sont les vrais pavillons.
Et au fond, par contre, il y a ce jardin que vous voyez à droite. Donc, ils ont envoyé à l'époque 77 personnes du Japon pour s'occuper de ces pavillons, jardiniers, architectes, etc. Et il y a évidemment un petit pont, une lampe typique et un temple au fond. Voilà. Alors, ici, au Japon, donc, vu l'intérêt et le fait de participer aux expositions internationales, donne l'idée au Japon de faire une exposition nationale de promotion de l'industrie qui a donc lieu dans le parc d'Ueno en 1877. Et là, vous voyez le plan. Donc une vue d'ensemble et un dessin où on voit très bien ces bâtiments en bas, donc ce dessin qui est un peu jaune, le bâtiment central qui est mis en évidence. En fait, c'est un bâtiment permanent en briques, alors que les autres pavillons qui sont à la gauche et la droite sont des pavillons temporaires. Et c'est le premier édifice construit au Japon comme galerie d'art. Voilà, une gravure qui dépeint l'intérieur du musée. Il est appelé pour la première fois Bijutsukan, donc musée d'art. Pavillon de l'art, enfin, pavillon des beaux-arts. Ces pavillons... les Japonais avaient eu l'idée effectivement de montrer, s'intéresser plus aux œuvres d'art, aux beaux-arts, parce qu'avec les missions diplomatiques qui ont eu lieu au milieu du XIXe siècle, il y avait des journalistes, des spécialistes de la culture qui avaient voyagé et qui étaient très intéressés par les musées donc de Londres, Paris, New York, etc. Un aspect important de l'origine des musées est l'apparition d'une terminologie japonaise de musée, avec l'entrée dans le vocabulaire japonais de mots nouveaux, inspirés par les concepts occidentaux, donc art, bijutsu, exposition, akurankai, musée, qui peut être akubutsukan ou bijutsukan. Ici, c'est un bijutsukan, un musée d'art. Et les musées généralistes, c'est plutôt Akubutsukan. Ici, donc, vous voyez, donc, après la gravure, une photo de l'intérieur du pavillon. Et là, à droite, c'est pour moi un document très important que j'ai trouvé à la Bibliothèque nationale de la Diète à Tokyo. Et c'est, pour l'instant, le premier plan d'aménagement muséographique que j'ai trouvé. Alors... Voilà. Évidemment, quand on parle de musée, il faut parler de collections et d'institutions. Ici, les collections japonaises ont été constituées dans les institutions religieuses, temples et sanctuaires, donc statues, archives, manuscrits, etc. Et dans les maisons des grandes familles de la noblesse, puis de la classe guerrière, les samouraïs notamment. À partir du VIe siècle, les monastères bouddhiques conservent dans des magasins, kura, des petits bâtiments exprès. Donc le kura en général, là vous avez un ensemble de 3 kuras. Donc c'est souvent une petite construction à plan carré. Et donc ici c'est un très grand kura qui était un grenier. Et c'est le Shozoin du temple Todaiji à Nara. Donc, dans ces kuras étaient conservés les trésors des temples, les archives, des manuscrits, des sutras, les panneaux votifs, des statues et des accessoires rituels. Et ces magasins jouent ainsi un rôle essentiel dans la préservation du patrimoine. Celui-là en particulier, le Shozoin, dont vous voyez l'intérieur, il est à Nara et devient le lieu de conservation des collections impériales. Il accueille en 756 la collection d'objets japonais et centra-asiatiques réunis par l'empereur Shomu.
qui a vécu entre 701 et 756. Voilà, et donc c'est une collection très importante qui sera à la base des premiers musées. Donc ici, vu le développement des activités du petit musée Bijutsukan, pavillon des Beaux-Arts, dans l'exposition de 77, on le démolit pour reconstruire un bâtiment beaucoup plus grand, qui est celui qu'on voit à gauche, qui sera utilisé en 81 pour la deuxième exposition de promotion de l'industrie, et l'année suivante devient le premier Onkan. Onkan signifie le bâtiment principal du musée d'Ueno. Il ne s'appelle pas encore musée de Tokyo, mais Ueno, c'est le quartier dans lequel il se trouve. Voilà, donc c'est intéressant, j'ai trouvé également ça. C'est l'architecte est un Anglais, Josiah Conder, qui est parti très jeune au Japon, qui était professeur universitaire. C'est un personnage très intéressant, mais bon, on ne va pas parler de lui tant que ça, pas maintenant. Les musées japonais prennent leur essor à la fin du 19e siècle, à commencer par les musées de Tokyo, suivi par les musées de Nara en 1895 et de Kyoto en 1897. Ici, j'ai trouvé donc très intéressant l'évolution de l'architecture du musée de Tokyo. On a à droite le deuxième Onkan, c'est-à-dire celui qui a été reconstruit en 1938, après le grand tremblement de terre du Kanto en 1923, puisque l'autre était démoli. Et à gauche, vous avez des bâtiments, un autre bâtiment qui est le plus récent, peut-être pas le plus récent, un des deux plus récents dans l'enceinte du musée national, qui est la galerie des trésors du Oryuji, du Oryu Temple Oryu, de Taniguchi Yoshio, et on voit comme ce musée, enfin le musée plus ancien est très fermé vis-à-vis de l'extérieur, alors qu'à l'intérieur, dans le musée plus récent, on voit comme on essaye de faire communiquer au moins les espaces extérieurs avec le jardin, le plan d'eau, etc., tout en sachant qu'à l'intérieur, la photo de gauche, le noyau central, qui est celui pour la présentation des œuvres et pour les réserves, est complètement fermé à la lumière naturelle. Voilà. Donc, au cours du XXe siècle, les musées au Japon l'évolution des musées au Japon suit dans les grandes lignes celle des musées européens et ne présente pas de réalisations pertinentes à ma recherche. C'est après la guerre et à la fin du XXe siècle que les musées japonais présentent des réalisations architecturales originales et innovantes. Ici, vous avez le musée d'art moderne de Kamakura. Sakakura Yunzo était un élève qui avait travaillé à l'atelier de Le Corbusier. Il construit ses musées en 1951. C'est intéressant de voir que, par exemple, il fait appel déjà à un éclairage assez sophistiqué des cimaises. Alors qu'à Paris, dans la même année, on avait la première exposition à lumière artificielle. Donc, les musées sont très en avance au Japon, autant que dans le reste du monde. Il s'agit des musées d'art moderne, japonais et occidental, qui exposent des tableaux encadrés. Donc, pas des œuvres de collection japonaise ou asiatique. Ici, c'est le musée national d'art occidental, de Tokyo. Il a été construit sur le projet de Le Corbusier, qui a travaillé pour ce projet avec 3 jeunes architectes qui sont devenus les chefs de file de l'architecture moderne au Japon. Ils sont tous les 3, ont construit beaucoup d'architecture très intéressante, etc. Donc, ces musées, il est particulièrement intéressant
parce qu'il expérimente des systèmes d'éclairage des galeries mêlant lumière naturelle et artificielle. Donc vous voyez le système là, bon c'est plus peut-être pour des architectes, mais en tout cas c'est vraiment les débuts de la lumière artificielle dans les musées. Et c'est un musée intéressant pour ça. Avant de parler de l'architecture des musées, je souhaite vous faire remarquer qu'il y a des spécificités japonaises qui influent sur la mise en exposition des œuvres. Une de ces spécificités est la typologie des œuvres, des collections japonaises et asiatiques. Il y a notamment des peintures qui sont montées sur papier, qui sont montées sur tissu, des grands paravents qui sont par couple, qui sont également en papier et tissu, bois. Enfin, il y a des rouleaux sur la gauche, là en bas, des rouleaux peints qui sont très très longs, ils peuvent être carrément de 10 mètres. Il y a aussi les armures de samouraï qui ont des éléments organiques, comme du cuir, du bois, etc. Et des peintures en bois polychrome. Les lacs sont également assez fragiles, donc c'est des collections qui sont quand même fragiles par rapport à d'autres types de collections archéologiques par exemple. Les musées cherchent à concilier les deux aspects conflictuels de conservation des œuvres et visibilité pour le public, et ceci influe sur l'éclairage des œuvres et aussi sur le type de vitrine. La deuxième spécificité japonaise est qu'il y a des contraintes de prévention antisismique, c'est-à-dire que c'est un pays volcanique et sismique, et donc on a les systèmes de attendez, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, voilà. En 38, donc le bâtiment de 38, le Honkan, le bâtiment est de 38, on voit que tous les musées japonais privilégient des vitrines murales très très longues parce que les vitrines murales, elles sont, elles sont pas indépendantes de la structure du bâtiment, mais ceci permet à la structure antisismique de fonctionner aussi pour les vitrines. C'est donc, elles sont liées structurellement. Là, c'est le bâtiment de 38 qui était déjà fait sur ce principe. Et là, on voit un musée qui vient d'ouvrir en 2014. Les vitrines sont vides, mais vous voyez que le principe des vitrines murales, et il y a seulement quelques vitrines centrales, mais qui sont fixées au bâtiment aussi. Voilà, donc le principe antisismique est très important et ça conditionne la mise en exposition parce qu'on a toujours ces vitrines très très longues, murales. Et au début de ma recherche, je me demandais mais pourquoi il y a toujours ça? Et voilà, j'ai trouvé la réponse, voilà. Donc, maintenant, je vais vous parler de l'architecture du musée contemporain au Japon. J'ai sauté donc le XXe siècle à peu près. J'ai repris les musées à partir de 1990 à aujourd'hui. J'ai étudié l'évolution de l'architecture de musée, les caractères spécifiques et les mutations formelles, et aussi l'usage des matériaux. La recherche de spécificité des pratiques japonaises dans ce domaine s'appuie sur la recension des principales typologies de musées, publics et privés, pour aborder ensuite les musées d'art. Pour comprendre les références à la tradition architecturale japonaise de la période prémoderne, j'ai cherché à comprendre la spatialité japonaise dans l'architecture au musée, et de comprendre et identifier des éléments de référence en identifiant des aspects marquants communs à l'architecture et à l'espace du musée. Par exemple, dans cette image, on voit des vues transversales. C'est une maison de samouraï à Nagamachi, à Kanazawa, Nomura House, et on voit déjà le traitement de la lumière très particulier. Il y a des vues traversantes, il y a ce parcours qui fait des angles
Donc on change de point de vue tout le temps, c'est-à-dire qu'on va droit, mais à un moment on tourne et on voit après, comment dire, à chaque coin, on ouvre une nouvelle perspective. Et ça, c'est vraiment typique au Japon. Et c'est quelque chose qui est aussi particulièrement important pour l'espace muséographique, où le parcours est un élément très très important. Ici, c'est la question de l'orientation du parcours et du regard. Ici, c'est un exemple. À gauche, c'est la vue qu'on a depuis les jardins de ce pavillon de thé, dans les jardins du Palais impérial de Tokyo. Par contre, pour entrer dans l'enceinte du pavillon de thé, il faut passer tout à fait par la gauche. Et on a un gate latéral, une entrée latérale, à partir de laquelle des tobiishi, c'est-à-dire des pierres régulièrement disposées, amènent en face du musée, mais cette fois-ci on est à l'intérieur. Donc on est tout à fait orienté, donc on le voit d'abord de l'extérieur. Il y a vraiment une gradualité de vision. On le voit d'abord le bâtiment, après on rentre sur le côté, et après on se tourne, vous voyez là les pierres qui vont à l'entrée principale. Donc je trouve que cette orientation du parcours et du regard est quelque chose que j'ai tout à fait utilisé dans mes aménagements d'exposition et que je trouve est une des caractéristiques du parcours, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur du musée. L'autre... ici, on a un autre point, donc là c'est encore la maison de samouraï, le traitement de l'espace et de la lumière. La lumière est vraiment très très importante dans un musée et c'est celle qui met en valeur les œuvres et construit l'espace. J'ai pu identifier, en comparant, là vous avez au centre le château de Nijo à Tokyo. Et vous voyez la distribution des pavillons, il y a toujours ce décalage et ce fait d'avoir des parcours qui ne sont jamais linéaires. Voilà. À gauche et à droite, vous avez deux musées contemporains. Donc là, on voit, voilà les caractéristiques que j'ai listées là et que je pense avoir retrouvées aussi bien dans l'architecture prémoderne japonaise qu'est dans les musées. Donc, ce sont l'espace en mouvement, la progression dans l'espace et le temps. Donc, on parle beaucoup d'espace-temps quand on parle du Japon. La séquence et articulation des espaces, donc ce n'est pas des parcours linéaires. Les parcours d'approche, qui est aussi un parcours profane vers sacré. Une esthétique lumière-ombre, construction de l'espace par la lumière, vous voyez là, un rapport étroit à la nature et à l'environnement, et une intimité du rapport intérieur-extérieur. Voilà. Un autre élément très important, c'est le parcours d'approche au musée. Donc, j'ai retrouvé des caractères et aspects de la spatialité de l'architecture prémoderne en bois, donc c'est celle-là, que l'on retrouve dans l'espace du musée. C'est donc le parcours et la lumière qui sont les éléments majeurs de l'architecture muséale, et ils construisent l'espace et mettent en valeur les œuvres. À partir de là, j'ai cherché des exemples de musées s'inspirant de ces aspects, présentant un traitement de l'espace et de la lumière particulièrement intéressant et d'avant-garde. En notant les différentes manières, selon les architectes et les époques, de faire référence aux traditions d'usage de l'espace dans l'architecture prémoderne, architecture en bois traditionnelle. J'ai ici, c'est l'exemple du musée Niho, qui est de Yao Mingpei, qui a construit la pyramide du Louvre.
par ailleurs. Donc c'est dans les montagnes au-dessus de Kyoto. Et ici, le parcours d'approche au musée, vous voyez dans le plan, le musée est très loin du parking, c'est un parcours en montée. Les visiteurs doivent traverser un tunnel, toujours à pied, hein, et on est obligé de laisser la voiture. À pied, il faut monter, donc il y a vraiment ce parcours profane vers sacré, parcours presque d'initiation. Et il y a donc un tunnel, et seulement après, on aperçoit le musée et on peut y rentrer. Voilà le musée qui ouvre sur la nature, encore une fois. Un autre exemple de musée contemporain qui fait référence à la tradition. Fujimori Terunobu est un architecte, historien de l'architecture. Il a fait très peu de constructions, mais notamment 2 ou 3 musées. Et il a fondé un laboratoire de recherche sur les matériaux traditionnels et les matériaux locaux et les savoir-faire locaux. Et il reprend dans ce musée certains codes japonais de fruition de l'espace. Par exemple, vous voyez ici, les peintures sont accrochées très très bas pour s'adapter à la position assise des visiteurs, qui est la position naturelle pour regarder ses œuvres. Aussi, il utilise beaucoup le bois carbonisé. Donc c'est un usage chinois d'ailleurs, qu'il a repris. Ici, on voit aussi le parcours, vous voyez dans le plan, on arrive de gauche, on ne voit pas le musée d'en bas, on l'entrevoit, mais on le voit vraiment seulement une fois arrivé en haut. Ce qui est intéressant, c'est ici les références à l'architecture traditionnelle, parcours d'approche au musée, espace en mouvement, matériaux et savoir-faire. Je ne vais pas trop dans les détails parce qu'on n'aurait pas le temps. Wow. C'est très beau. Ah oui, là, ça je l'aime beaucoup celui-là. C'est pas le musée le plus moderne de tous, mais je le trouve tout à fait charmant. Ici, c'est un musée de Kengo Kuma, un architecte très connu qui construit d'ailleurs en France. Il est en train de faire le musée Albert Kahn. Je ne sais pas où ça en est d'ailleurs. Alors, il propose une mise en exposition classique et recherchée dans une architecture inspirée par la spatialité japonaise. Alors, l'architecte m'a fait ce croquis. Vous voyez à droite, c'est la façon dont la lumière naturelle entre dans les habitations traditionnelles. Donc seulement, elle n'est jamais lumière directe, mais elle est toujours réfléchie par le sol de l'Engawa et elle rentre de façon comme lumière indirecte. Et donc il a utilisé le même principe dans ce musée, c'est le musée Nezu. C'est une des multiples, éléments, c'est un des multiples éléments qui, dans son architecture, s'inspire de la spatialité japonaise prémoderne. Ah, attendez. Ah, voilà. Alors ici, vous voyez à gauche, là-haut, en fait, le musée se trouve au bout de Omotesando, qui est la grande artère de Tokyo, donc un endroit où la circulation et le mouvement est frénétique. Et il a voulu ce parcours entre une haie de bambou vivant et un treillis de bambou matériaux, pour justement créer une distance entre la vie frénétique de la ville pour arriver à cet espace de contemplation qui est le musée. Ici, dans le parc, il y a ce café qui est très beau et je l'imagine comme un pavillon de thé d'aujourd'hui. Dans le parc, il y a beaucoup de pavillons de thé plus anciens. Ce qui est intéressant dans ce musée, c'est tous les ans, à la période de floraison des iris dans l'étang,
il y a donc l'exposition des paravents Osiris de Agatha Corinne, qui est trésor national et qui est donc exposée une fois par an au moment, et les gens viennent voir les deux en même temps. Ça, c'est une pratique très japonaise, les expositions saisonnières. Il y a aussi d'autres activités saisonnières. Par exemple, la période des iris, juste après ou juste avant, il y avait aussi les azalées. Avant, il y avait les cerisiers. Enfin, il y a, selon les saisons, il y a plein d'activités et le musée s'y réfère également. Voilà. Alors, voilà. Hop. Voilà. Donc, encore quelques exemples. Ici, j'ai quelques musées de Ando Tadao. Ici, il a voulu rappeler la manière de peindre du peintre, la manière, on dit, je pense, du peintre, qui peignait seulement en lumière du jour. Il n'utilisait jamais de lumière artificielle. Et donc, il a fait pour ce peintre, Hiroki Oda, ces musées en lumière naturelle, complètement en lumière naturelle. Donc, j'ai trouvé que c'était un exemple intéressant. Et aussi, c'est intéressant le rapport avec la nature qu'ils essayent d'arriver à maintenir, alors que le musée est quand même, comment dire, toujours un peu fermé à l'extérieur pour des questions de lumière et de conservation des œuvres. Particulièrement intéressant, révélateur du rapport au paysage, au Japon, sont les nombreux musées de Ando Tadao au Japon, notamment dans les îles de la mer Seto. Ici, dans l'île de Naoshima, on a le musée Chiichu, qui veut dire un musée souterrain. Il a été fait souterrain pour respecter le paysage, et malgré, donc il est souterrain, mais vous voyez la complexité d'articulation des espaces, qui est donc dans un musée très contemporain, on retrouve cette complexité. Ici, on a un autre musée de Ando également, toujours dans l'île de Naoshima. C'est le musée Leo Fan, c'est un artiste coréen qui a fait quand même pas mal de choses, d'expositions aussi dans le monde, d'ailleurs à Paris aussi. Le musée est presque complètement enterré, là vous voyez le plan, il est presque complètement enterré. Il a une grande place, à gauche vous voyez une sorte d'esplanade devant le musée. Et à droite, en fait, ce qui est intéressant, c'est que les œuvres de Leo Fan, il les compose selon le principe japonais, shakei. C'est le principe du paysage emprunté, c'est-à-dire qu'on crée un premier plan, les choses qu'on met en exposition, et on emprunte le paysage au lointain. C'est-à-dire que les paysages au loin, la mer et les montagnes, viennent faire partie de ce qu'on expose. Et ça, c'est un principe très classique dans les jardins japonais. Et ici, c'est appliqué dans ce musée. Donc, toujours le rapport au paysage. Maintenant, le rapport du musée à la ville. Donc, ici, on a un tout petit musée. C'est ce qu'on appellerait une maison d'artiste. Une maison historique, je ne sais pas si on peut dire, parce que c'est un artiste pas très ancien. Et donc, ces musées, très modernes, encore Kengo Kuma, j'aime beaucoup son architecture. Il expose des œuvres de l'artiste dans son atelier, l'espace où elles ont été créées. Voilà, donc un exemple. Ça, c'est des musées dans la ville. Ici, c'est un petit, et ici, c'est un très grand musée. Un grand musée d'art contemporain, le musée du XXIe siècle, Kanazawa, construit en 2004. C'est un musée du groupe Sanaa, qui a fait le Louvre-Lens et la rénovation de la Samaritaine
Et les deux architectes sont Nishizawa Ryue et Sejima Kazuyo, donc un homme et une femme. Ce musée est aussi très intéressant. Vous voyez que toute la façade du contour du musée est en verre. Il est très largement ouvert vers la ville. Et les œuvres sont des œuvres contemporaines donc c'est un musée qui est fait pour les gens, pour la joie des gens aussi. Donc il n'y a plus du tout, dans les musées d'art contemporain, il y a une majeure liberté vis-à-vis des œuvres que dans les musées patrimoniaux. Ici un autre exemple de musée ouvert sur la ville. Donc ces musées, c'est une série de cubes qui ont été construits sur mesure pour des œuvres et des installations créées sur mesure pour les espaces. Là, vous voyez un exemple. C'est un musée. Donc, ce qui est intéressant, c'est que c'est un... attendez. Oups. Oh, j'ai perdu la page. C'est un musée municipal financé par les finances de la ville et du gouvernement japonais. Donc, je répète, il y a eu de ces initiatives de ce type pour des musées d'art contemporain, mais qui étaient plutôt faites par des financements privés. Ici, c'est un exemple très intéressant qui évolue assez bien. Je lui ai dédié d'ailleurs une présentation beaucoup plus détaillée que j'ai fait pour la Maison du Japon et qui sera prochainement en ligne sur le site de la Maison du Japon à Kyoto, la Maison française du Japon. Je pense qu'on a vu, le principe c'est celui d'un couloir en verre, vous voyez ces sortes de serpents entre les cubes, et c'est donc une sorte de petite ville qu'il a construit, un musée qui est comme une petite ville en fait. Le même architecte, c'est Nishizawa, c'est un des deux associés du groupe Sanaa, qui a construit plusieurs musées en solo et qui sont très intéressants. Je les ai trouvés très intéressants. Donc ici, c'est le peintre Hiroshi Senju, qui est un peintre de l'eau connu pour ses peintures de cascades. Ces tableaux de cascades sont mis en exposition dans un espace, une architecture contemporaine, et c'est un musée conçu à deux mains par le peintre et l'architecte. Donc ça, c'est quelque chose qui est très intéressant dans les musées japonais, qui se développe beaucoup, surtout dans les musées d'art contemporain, bien évidemment, c'est les collaborations artistes-architectes. Et Nishizawa est un de ceux qui le font. À droite, vous voyez quelques images du jardin. Et le jardin propose des espèces d'arbres pour la promenade d'automne, Momiji Yagari. C'est une activité typique pour l'automne, comme on a, on va voir la floraison des différentes cerisiers, fleurs, etc. À l'automne, on va voir les feuilles qui rougissent, donc les couleurs d'automne, et il y a différents endroits dans le Japon. Donc ici, Karuizawa, c'est une localité de moyenne montagne, localité de vacances, où va l'empereur d'ailleurs. Aussi, voilà. Alors, une autre manière donc de conserver la mémoire de la ville. Ici, c'est un exemple assez particulier. J'ai cherché à ressortir des projets un peu originaux. Ces musées se trouvent dans les quartiers d'affaires de Marunouchi, qui étaient construits à la fin du 19e siècle. Et c'était un bâtiment de bureau de Mitsubishi. Et il avait été démoli. Donc le bâtiment que vous voyez là à droite, c'est un nouveau bâtiment reconstruit à l'identique selon les plans qui existaient. Et absolument à l'identique. Ils ont même refait faire des meubles, etc.,
pour une certaine partie, donc ils ont gardé les archives de l'ancien bâtiment, mais il est devenu maintenant un musée d'art impressionniste. C'est une façon pour ce quartier qui à l'époque était appelé Small London, donc c'était le Tokyoïte était très fier de ce quartier d'affaires. Et ce bâtiment reconstruit garde la mémoire de la ville dans une ville qui a été presque complètement démolie après la guerre. Donc, je pense qu'en Europe, on considère que les reconstructions à l'identique, on ne les considère pas de façon très positive. Mais je pense qu'au Japon, où il n'y a pratiquement rien, dans le même quartier, il y a ce bâtiment, et il y a un deuxième, c'est la station de Tokyo. C'est tout ce qu'il y a d'ancien. Donc, enfin, c'est des reconstructions, bien évidemment, mais je trouve que c'est important à Tokyo. Voilà, c'est important pour la ville. En même temps, à gauche, il participe à la vie du quartier, qui est toujours un quartier d'affaires. Et effectivement, à l'arrière de ce bâtiment, vous avez un parc, des restaurants, donc, où les gens vont manger à midi, comme dans tous les quartiers d'affaires. Voilà, donc une autre façon de participer à la vie urbaine. Ici, c'est aujourd'hui, l'art et les installations sont partout au musée, comme dans le tissu urbain, portés par les pratiques des installations et des collaborations artistes-architectes. L'expérience du Art House Project, commencé en 1998 et toujours en cours aujourd'hui sur l'île de Naoshima, financé par une fondation privée. Les artistes, donc ici c'est Senju Hiroshi, c'est le même peintre qu'on a vu tout à l'heure de Cascade. Donc Senju Hiroshi est invité à créer une œuvre sur mesure pour une ancienne maison restaurée du village et ancienne porte de Omura. Donc vous voyez le plan et l'emplacement de toutes les maisons du Art House Project qui donc depuis 1998 sont restaurées et la restauration est financée par les visiteurs qui vont voir les œuvres des artistes. Donc, voilà, c'est un exemple d'art qui se diffuse dans la ville de façon capillaire et contribue à la préservation du patrimoine urbain. Je pense que c'est un exemple intéressant parce que ce sont des architectures assez banales. Donc c'est des maisons en bois mais qui n'ont rien de particulier. Et donc, elles ne seraient pas conservées si on n'avait pas trouvé ce moyen de financer leur restauration. Voilà. Parce que les financements publics n'arrivent pas à couvrir tous ces besoins. Donc là, voilà, vous voyez l'œuvre, la chute d'eau qui est sur le mur du fond. On la voit dès l'extérieur du jardin. Et donc, la maison Ishibashi, c'est de 2006-2009. Alors, dernier volet, et ce n'est pas très long, donc j'espère que ça va, vous tenez le coup. L'œuvre dans l'espace. On a vu que l'espace muséographique est un espace d'exposition et de communication de sens. C'est une dialectique de l'espace conceptuel lié à l'œuvre et l'espace réel de la mise en exposition. L'espace du musée est vu comme espace-temps et espace en mouvement, orienté par la distribution des espaces et le traitement de la lumière. Le parcours muséographique est une orientation du regard. Donc, on a parlé déjà d'espace comme valeur symbolique de placement de l'œuvre, espace des œuvres dans l'architecture traditionnelle, d'esthétique du sacré et du profane, de conception-perception dans l'esthétique japonaise. Donc j'ai abordé ces différents points. Ici, je cite un historien de l'architecture italien que j'ai eu l'occasion de connaître, Giulio Carlo Argan, qui est d'ailleurs très connu pour ses recherches sur Brunelleschi.
Il dit donc on peut comparer la disposition d'une œuvre dans un musée à l'écriture d'une œuvre poétique. La manière de mettre en exposition communique quelque chose de l'œuvre exposée. C'est ce que j'appelle donner du sens par la façon de mettre en exposition. Voilà. Et donc, il nous faut maintenant aborder la spatialité et les pratiques japonaises en parallèle au musée comme un itinéraire du sens. Donc, dans le but de cerner le lien entre les œuvres et l'espace muséographique qui les accueille, perçus comme support de contenu, l'on considère les dispositifs spatiaux et les modes d'exposé au Japon. Attendez, non, pas encore. Et leur spécificité, tout en mettant en lumière l'influence du Japon sur l'architecture muséale et la mise en espace en Occident. Il est vrai que le Japon a de plus en plus d'influence sur l'architecture et pas seulement l'architecture de musée, mais sur l'architecture en général, parce que je pense que c'est cette consistance de l'espace, cette force de l'espace qu'on veut retrouver et qu'on aime retrouver dans l'architecture. Donc les architectes japonais ont d'ailleurs construit pas mal de musées dans le monde et d'autres bâtiments. Voilà, donc ici c'est encore la galerie du trésor du temple Ryoji à Tokyo, donc au musée national. Et vous voyez, la présentation des typologies est faite de façon très esthétique. Voilà, donc c'est ça, la façon d'exposer montre la préciosité et l'importance. Ici, on a une typologie de vases qui appartenait au temple Ryoji, mais ils sont également, chacun d'eux est individuellement mis en exposition. Alors, j'ai donc... ma recherche s'est appuyée sur les notions d'espace conceptuel et symbolique et d'un autre côté, espace physique, sensible et ressenti. Donc il y a vraiment deux espaces qui se combinent, tout particulièrement au musée, qui est quand même toujours une communication de contenu. Le musée est communication, l'exposition est communication. Tout d'abord, je rappelais les emplacements codifiés de présentation des œuvres dans les temples et les résidences, l'Oshita et Tokonoma. Oshita, c'est une forme précédente de Tokonoma. Ici, vous avez des images du livre des ornementations au Kazarisho de 1523. Il contient des descriptions et illustrations détaillées de l'architecture et de la décoration intérieure de la retraite de l'empereur à l'est de Tokyo. Vous voyez ici, il y a donc des suggestions sur comment disposer les objets devant, au cas où il y ait 3 peintures, à droite s'il y a 2 peintures ou s'il y a 4 peintures. Donc à chaque fois, les dispositions indiquées sont différentes. Ici, d'autres images. Donc ces traités se veut instructeur et conseiller artistique et il rappelle l'ensemble des règles d'ornementation en usage pour la cérémonie du thé et les positions des objets des peintures pour chaque salle des résidences et la façon de disposer les objets d'ornement dans les tokonoma. Donc les objets pour la cérémonie du thé, karamono, étaient à l'époque très à la mode et ils étaient vraiment considérés précieux. Donc vous voyez différents, le brûleur pour faire bouillir l'eau, je ne sais plus comment on dit. Voilà, donc ça c'est un traité très intéressant que j'ai partiellement exploré, mais qui reste encore il reste à aller plus loin. Voilà. Donc à propos du tokonoma, ici vous avez un exemple, des peintures et calligraphies bouddhiques sont placées dans les alcôves décoratives, donc tokonoma, à l'occasion de cérémonies religieuses ou familiales, dans les temples comme dans les maisons.
Donc c'est une exposition, une présentation d'œuvres privées, et c'était selon les fêtes, mais c'était toujours des expositions temporaires. Parce que les peintures, elles ne supporteraient pas d'être exposées longtemps, et donc elles sont gardées dans des boîtes et sorties à des occasions particulières, des fêtes religieuses ou des occasions familiales, peut-être des mariages, etc. Donc, on revient ici au dispositif spatial et les modes d'exposer. J'ai donc observé les rapports espace-œuvre dans les musées d'art. J'ai étudié des réalisations de musées et les pratiques actuelles d'exposition en cherchant à repérer des expériences originales du point de vue du concept et du contenu, autant que de la forme et de la manière d'exposer. D'une part, ici, vous voyez que par exemple, cette vitrine du Toyokan, qui est très récente, 2015, c'est un réaménagement d'un des pavillons du Musée national de Tokyo. Et là, je trouve les proportions du tokonoma. Je trouvais ça intéressant. Voilà. Même c'est des objets coréens qui sont à l'intérieur, parce que le Toyokan est le pavillon des arts asiatiques, pas japonaises. Donc à gauche, vous avez des objets hors vitrine, des statues, etc. Donc voilà, dans ce cas, c'est l'approche de exposition que j'ai appelée classique, c'est-à-dire c'est l'approche de mise en exposition pour les collections patrimoniales. C'est-à-dire toutes des œuvres qui ont des problèmes de conservation, donc où il faut faire très attention à la lumière, etc. Ici, toujours pour les collections patrimoniales, on a un exemple, c'est encore un musée de Kengoku. C'est la même pièce. À gauche, elle est le panneau vitré est couvert par un système de treillis qui est fermé quand les objets ont besoin d'être seulement en lumière artificielle, donc atmosphère contrôlée. Et il peut être par contre largement ouvert à l'extérieur, donc laisser rentrer la lumière selon donc le type d'exposition. Donc je suis toujours très intéressée par toutes les possibilités de flexibilité qu'il peut y avoir. Parce que le musée est un espace très difficile à traiter, où les contraintes sont énormes. Donc à chaque fois que je vois une possibilité de flexibilité, d'ouverture, etc., je la remarque. Ici, on a un autre exemple, donc toujours dans les cas d'œuvres patrimoniales. Ici, l'architecte, vous reconnaissez peut-être le Oyuji du Musée national de Tokyo. Il dessine l'espace par la distribution des œuvres et l'éclairage. Donc, c'est ce qui est possible de faire dans des musées qui conservent des œuvres, qui exposent des œuvres fragiles. L'histoire est différente. Pour les musées d'art contemporain, donc l'espace muséographique contemporain et les installations artistiques, c'est ce que j'ai appelé une approche conceptuelle, qui est donc du musée d'art contemporain. Mes cas d'études portent sur les pratiques les plus innovantes, musées et art dans la ville, les coopérations artistes-architectes et les musées-installations. À différence des musées classiques, les musées d'art contemporain ne mettent plus en scène seulement les œuvres, mais aussi l'espace. Et en offrant des expériences visuelles et émotionnelles en rapport aux œuvres exposées et qui peuvent être immergées dans des espaces de couleurs et de lumière. Ici, c'est un petit musée qui a un petit bâtiment qui est comme un cube. En fait, c'est un petit musée privé et qui était décidé pour l'exposition de 8 œuvres. 8, maintenant elles sont 9. Donc elle en a racheté une autre. Mais c'est des petites sculptures, des petites sculptures en bronze, et
C'est près de Sendai. Et le musée est une suite de séquences en mouvement. Vous voyez qu'à l'intérieur aussi, tout en étant un cube à l'extérieur, à l'intérieur, l'espace est très très varié, il est mouvementé, quoi. Et en fait, ça permet de créer des séquences très différentes. Là encore, là, on est dans un espace dynamique et pas du tout dans un parcours linéaire. Et donc, en progressant, le musée est une suite de séquences en mouvement et en progressant dans la galerie, chacune des œuvres trouve son espace. Il est de l'atelier Hitoshi Abe, c'est un architecte japonais qui travaille au Japon et à Los Angeles. Donc, ici, donc, encore quelques petits exemples. Ici, c'est un espace vide pour ressentir et percevoir les éléments naturels. C'est un musée, donc toujours Nishizawa Ryue, donc décidément j'aime beaucoup cet architecte, qui a travaillé avec une artiste, Reina Aito, et ils ont construit ensemble ce musée qui est en fait où il n'y a pas d'objet. C'est un musée d'un espace vide. Les ouvertures, elles donnent directement sur l'extérieur, elles ne sont pas vitrées. Et donc, l'idée, c'est vraiment de ressentir la pluie, le vent, le chaud, le froid. Donc, c'est un espace pour une œuvre. L'espace est l'œuvre, le musée est l'œuvre est musée. Ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve encore l'idée du parcours. Vous voyez dans le plan, le musée est là. Le musée est là, sur la gauche, en haut. Et vous voyez, on rentre par ici, juste au-dessus du nord. On a la billetterie. Et après, on a ce parcours, en fait, qui nous fait passer au milieu des arbres. Et sur la gauche, il y a la mer. Il y a le paysage de la mer, des îles de Naoshima. Et donc, c'est toujours l'idée c'est la même idée de parcours et d'espace en mouvement. Comme au jardin, le paysagiste prévoit des haltes pour conduire l'individu à lever le regard sur une vue insoupçonnée, à l'endroit précis où il sera en mesure de la découvrir par lui-même. C'est-à-dire que l'espace accompagne et montre les directions, oriente le visiteur sur les endroits où il faut regarder. Et ce musée, donc, la mémoire et l'imagination doivent toujours participer à la perception de l'espace, qui met en œuvre non seulement la vue, mais l'ensemble des autres sens, la lumière, l'ombre, la couleur, les bruits, les odeurs et les variations de température. Donc c'est vraiment l'antithèse du musée de conservation, quoi. C'est un musée où on doit ressentir, en fait. Et tous ces éléments sont combinés de manière à exalter la participation sensorielle du visiteur. Voilà un autre exemple de musée. C'est un musée dédié au philosophe Suzuki Daisetsu. Et ce musée a quelques objets à montrer, c'est les objets du philosophe, quelques écrits, quelques livres, quelques images, mais il est essentiellement un espace de méditation. Donc la pièce que vous voyez là en bas, c'est ce qui se trouve dans le cube central au milieu du plan d'eau. Et ce musée, donc encore un musée où il n'y a rien à voir, presque rien à voir. C'est un espace de méditation pour ressentir la philosophie de Suzuki Daisetsu. Voilà, donc j'ai également travaillé, donc là voilà, je travaille actuellement sur l'espace muséographique du musée d'art contemporain au Japon. Là vous voyez d'autres images du musée de Kanazawa, qui est un musée vraiment très connu internationalement et très apprécié. Vous reconnaissez d'ailleurs, si vous avez vu la galerie du temps au Louvre-Lens, c'est un des deux architectes. C'est les deux architectes, c'est le même groupe Sana, et ils aiment beaucoup ces matériaux métalliques, métal, aluminium brossé, etc.
Donc ici, donc j'ai travaillé également sur les pratiques de conception de l'espace et de perception de l'espace par les visiteurs. Donc les pratiques de conception de l'espace, je les ai abordées, donc évidemment en étudiant des plans et par photographie, des croquis et des dessins d'architectes, mais j'ai aussi j'ai réalisé aussi des rencontres et des entretiens entre 2013 et 2017 avec des spécialistes de musées, des directeurs et conservateurs de musées, des représentants d'institutions culturelles comme par exemple la Museological Society of Japan. J'ai rencontré donc des muséologues et muséographes, architectes, concepteurs d'expositions et sociétés de production. Des matériaux, donc afin de recueillir des opinions et expériences de première main et pour assembler des matériaux sur l'architecture des musées récents en vue de recherches ultérieures, puisque je continue. Pour la perception de l'espace, donc la réception par les visiteurs, j'ai fait appel à la littérature japonaise qui contribue à éclairer cet aspect de la perception du musée. J'ai trouvé des textes de, je ne sais plus comment, les pèlerins de Nara, le pèlerinage de Nara, de Watsuji, je ne sais plus. Et un autre livre de Soseki, et je continue à recueillir de ce type de textes, donc que ce soit dans la littérature et aussi dans les mangas. J'étudie aussi la terminologie japonaise de l'espace et de l'espace muséographique. Je travaille sur les plans d'espace muséographique et les terminologies, là par exemple ma, koe, il y a oku, il y a en, il y a éphémère, monono aware, il y a énormément de mots qui désignent les différentes formes d'espace et que je continue à étudier. Voilà, ça c'est plutôt le futur de la recherche. Et donc je finis sur cette image qui est celle du musée de Fujimori Terunobu. Donc, dans les musées, c'est ma conclusion, si vous avez encore le courage de m'entendre. Dans les musées d'art contemporain, la mise en exposition des œuvres, position de vision et disposition respective d'un nombre limité d'objets ne semble pas, de premier abord, faire référence à l'esthétique lumière-ombre chère à Tanizaki, ni au code de présentation des œuvres dans les alcôves décoratives Tokonoma et les instructions du Okazarisho. Il est intéressant de noter que les architectes et muséologues interrogés ne mentionnent aucune référence consciente dans leur pratique muséographique à de telles dispositions symboliques. L'héritage de la tradition s'exprime néanmoins de façon subtile et sublimée dans l'harmonie de la présentation et la distribution des œuvres. Il y a par exemple au Japon une faible densité d'œuvres dans les espaces d'exposition et dans les vitrines. Souvent une seule œuvre pour chaque pan de mur. Les positions des objets et des œuvres sont très précises. Les distances entre les objets exposés sont aussi calibrées et les fonds sont blancs ou de couleur discrète. Les dispositions symboliques codifiées de l'architecture japonaise produisent ainsi indirectement une dialectique très moderne espace-œuvre entre l'espace réel de la mise en exposition et l'espace conceptuel de chaque œuvre. Voilà, donc, attendez, est-ce que j'ai encore une petite partie ? L'étude des concepts et des formes matérielles des musées, les nombreux sites et musées visités. J'ai visité environ une centaine de musées d'exposition et j'ai rencontré une vingtaine de spécialistes.
ont permis d'esquisser une vision globale de l'architecture muséale et de l'espace muséographique au Japon, mais ne représentent qu'un échantillon de la variété japonaise et il faut donc bien se garder de généraliser. Donc ici, c'est vraiment ce que j'ai choisi, ce sont les projets qui étaient pertinents à ma recherche. Dans cette première approche, certains aspects sont néanmoins assez singuliers et révélateurs de spécificités japonaises. Après une période de modernisation empressée à l'ère Meiji, l'architecture et l'espace muséographique des musées japonais du XXIe siècle se détachent radicalement du modèle occidental introduit à l'ère Meiji, en l'adaptant à sa propre culture et en l'appliquant à l'espace muséal les valeurs esthétiques et spatiales spécifiquement japonaises. Merci Giada. Merci à vous de m'avoir écouté jusqu'au bout. Merci Giada de nous avoir fait rêver et de nous avoir montré une autre culture que nous sublimons quand même d'une certaine façon et que nous rêvons d'approcher, je pense. Pour les gens qui travaillent dans les musées, c'est très précieux de voir une autre esthétique, parce que c'est vrai que nos musées sont un peu surchargés au point de donner des maux de tête quand on traverse les salles. Tandis que là, je suppose qu'on a tout le temps de l'apprécier et surtout on a tout le temps de méditer sur les affaires et de méditer sur les approches humaines. Vous avez tout le temps de poser quelques questions si vous le souhaitez. Giada? C'est un peu exagéré, mais qui me roule les lèvres, c'est que pensez-vous de ce qu'on fait au jardin Albert Kahn? Albert Kahn maintenant, est-ce que vous avez eu le temps de regarder ou vous êtes un peu... Je dois dire que j'avais regardé effectivement le projet à l'époque où les travaux avaient commencé, mais après il était arrêté par la pandémie et donc je ne me suis pas récemment intéressée à ce projet. Mais je pense, vous avez des informations là-dessus ou... Je suis retourné en septembre parce qu'ils ont brièvement ouvert à nouveau avant de... Oui. Le jardin complètement, alors on n'était qu'à l'extérieur. Néanmoins, j'ai été un peu étonné de la structure de ce qui a été conçu par l'architecte. Oui. Mais je pense qu'il a dû avoir des contraintes énormes parce qu'il n'y a pas du tout justement l'espace et le chemin de parcours initiatique presque pour entrer dans les bâtiments. C'est cette espèce de gros pustule qui a été fait sur le côté. J'avoue que je ne l'ai pas vu encore parce que j'étais absente à l'époque où il a ouvert brièvement et je pense aller le voir. Savez-vous s'il est ouvert à nouveau? Non, je crois que ce sera l'année prochaine. Sans doute la saison prochaine. Oui, carrément. Oui, là, ils ont fermé oui, j'ai vu quelques documentaires sur la reconstruction du pavillon d'été, etc. Mais enfin, je pense que c'est toujours des approches un peu superficielles en fait. C'est pas un pavillon d'été qui va nous faire apprendre la culture japonaise, quoi. Ça ne suffit pas. Non, mais je n'ai pas vu donc le musée. Voilà. Donc ce qui ressort de tout ce que vous avez présenté, c'est quand même qu'on est toujours dans un esprit, justement, de parler aux esprits, de méditer, on est toujours dans... Excusez-moi, le micro, oui. Oui, bon, je peux parler plus fort, vous ne le faites pas. Ah bon, bah si vous voulez. Oui, d'accord. Je dis, on est toujours dans tout ce que vous avez présenté devant des espaces qui sont très purs et qui font rêver, qui font méditer et qui évoquent plutôt le religieux, puisqu'on est parti du religieux au début. Il y a toujours, oui. Mais ils l'ont extrapolé d'une façon plus abstraite, mais c'est toujours le kami, on dit non là-bas, je crois. L'esprit, le souffle qui va vous pénétrer. Enfin, c'est un peu complexe, disons. C'est très complexe, oui. Et donc, au jardin Albert Kahn, ils n'ont pas la place de faire tout ça. C'est ça qui... Oui, écoutez, j'irai le voir, je vous promets de voir. Donc le projet m'avait paru intéressant, mais pas spécialement pour son architecture, enfin le projet architectural. Donc évidemment, on ne peut pas comme là, on a vu quand même l'extérieur et l'architecture du musée, mais aussi l'intérieur. Un musée, c'est un ensemble de tout ça, c'est un ensemble de collections aussi. Il faut que tout ça fonctionne ensemble. Donc j'avais vu que des images du projet architectural. L'autre question que j'avais, c'est une petite question. Pourquoi est-ce qu'on ne voit jamais de choses en étage? Ici, on est au sous-sol, il y a des étages au-dessus. Nouvelle a fait une espèce de parcours initiatique. C'est-à-dire qu'il y a deux questions.
Quand les musées se sont installés au Japon, on a exclu les bâtiments en bois parce que, à cause des dangers d'incendie, malgré qu'ils soient très adaptés à la protection antisismique, donc on a construit des bâtiments en dur selon les techniques occidentales et évidemment ils ont des étages, mais ce sont la plupart du temps des musées tout à fait traditionnels comme on en trouve très similaires aux musées européens. J'ai pas trouvé que leur spatialité méritait un traitement particulier pertinent à ma recherche. Donc j'ai cherché effectivement non pas des musées inspirés par l'Occident, mais des musées où on réintégrait quand même des notions de spatialité qui sont celles spatialité japonaise. Voilà, donc c'est le principe de ma recherche en fait. Mais il y a des étages, absolument. Il y a des étages. Oui, il y a aussi des étages. De toute façon, les musées ont des installations antisismiques. Ils sont en général posés sur une dalle qui est posée sur vérin. Et donc ils sont très très avancés dans la prévention antisismique. Je pourrais en parler pendant une heure aussi parce que j'ai étudié cette question, mais là c'est ce qui m'intéressait, c'était plutôt l'espace. Qu'est-ce qu'on a dit? L'espace, c'est l'œuvre d'art au musée, tradition esthétique au Japon. Donc j'ai pas voulu trop entrer dans les détails techniques. Merci. Je vous en prie. Oui, bonsoir. J'étais très intéressé par la variété des approches que vous avez montrées, parce que bon, c'est vrai qu'on voit un peu toute une gamme en fait, de musées qui ont une construction de l'espace qui est quand même assez variée aussi. Hein. On retrouve des grands principes, mais je me demandais, est-ce que vous avez pu recueillir des perceptions des visiteurs par rapport à des musées plus classiques, justement. Par exemple, je pense au musée Idemitsu à Tokyo, le nouveau Mori Museum aussi. Oui, bien sûr. Voilà, par rapport à des musées qui sont beaucoup plus novateurs et qui reprennent peut-être aussi des concepts qui viennent du zen. Dans la construction de l'espace, avec les jardins secs aussi, on a cette contemplation d'espace. J'ai pas encore abordé cet aspect parce que je ne me suis pas sentie assez armée en ce qui concerne le zen, assez armée de connaissances et compétences, puisque mon background c'est les aménagements muséographiques. Donc j'ai construit des espaces que je veux communiquent du sens. Et j'ai recherché également au Japon des espaces qui communiquent du sens. J'ai préféré privilégier, plutôt que demander aux visiteurs leur impression sur le musée, ce qui aurait demandé quand même beaucoup de temps, et ce n'était pas mon propos. J'ai préféré privilégier les discussions avec des spécialistes de musées, des muséologues et qu'est-ce que j'ai dit et la littérature. Donc les descriptions, par exemple, de Soseki, c'est vraiment fascinant. Enfin, c'est vraiment très très intéressant. Je n'ai pas encore eu le temps d'exploiter tous ces documents que j'ai recueillis. Et donc ça, c'est une des pistes que je vais continuer à avancer. Et dans le programme Zuitsu, écrit au fil du pinceau du CRCAO, dont je fais partie comme post-doctorante, jeune docteur encore. Je vais développer ces côtés-là, cet aspect-là. Oui. Bonjour madame, je voulais vous demander, est-ce que pour vos études, vous parlez japonais ou ce n'est pas nécessaire? Alors, je dois dire que je vais, depuis 20 ans, en fait, il y a 20 ans à peu près, j'ai fait ma première exposition au Japon pour l'UNESCO, comme architecte, muséographe. Et je suis un peu tombée amoureuse du Japon et j'ai fait des expositions aussi. À partir de là, c'est vrai que j'ai continué mes recherches en parlant anglais, parce que évidemment il s'agit de milieux où tout le monde est quand même relativement international. J'ai fait des conférences au Japon, toujours en anglais, les interviews, etc., toujours avec des traducteurs. Mais depuis 3 ans, j'apprends le japonais.
Donc, je commence à maîtriser un peu plus. Donc, il paraît qu'il faut au moins 7-8 ans pour bien maîtriser, mais je suis en 3e année. Voilà. Je voulais juste faire un autre commentaire. Oui. Un grand écart. Et je suis antillais, mais j'ai vécu très longtemps en Haïti. Oui. Et je cite souvent, et dans le cadre de mes fonctions, j'ai souvent cité l'exemple du Japon. Oui. Et surtout la façon dont ils ont maîtrisé les risques antisismiques, oui. Et également la façon dont ils ont pu, et on le voit à travers votre conférence, comment ils ont pu garder une authenticité tout en étant furieusement moderne. Oui. Et je vais, avec votre autorisation, faire passer ceci à certains de mes amis haïtiens du Canada, où je leur dirai, on peut en Haïti forcer la tradition, garder la tradition tout en étant extrêmement moderne et offrir une perspective au monde. Donc je suis passionné du Japon à titre personnel, mais je l'utilise toujours pour taquiner mes amis haïtiens. Bien sûr. Écoutez, avec plaisir. De toute façon, vous savez que la conférence sera sur le site bientôt. Oui, j'ai une question. Je vous remercie pour votre exposé. Oui. J'ai appris beaucoup de choses et c'est très intéressant, très précis. Vous avez parlé de la construction muséographique du sacré. Vous avez commencé votre exposé de l'espace, du temps, du jeu sur la lumière. Oui. Et je travaille sur la pratique chamanique en Himalaya et je sais qu'il y a aussi une pratique chamanique au Japon. Oui. Et ma question serait, est-ce que vous avez eu des témoignages sur la représentation de chaman, de la pratique chamanique dans les musées au Japon? J'ai travaillé essentiellement sur les musées d'art. Et donc, pas sur je pourrais vous adresser à une collègue chercheuse, architecte aussi, qui travaille sur les musées d'ethnologie. Il est possible que dans ce type de musée, il y ait effectivement des approches mais bon, il pourrait y avoir effectivement des peintures représentant des chamans, etc. Mais j'avoue que ce n'était pas dans mon viseur. Désolée. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, moi je voulais te demander déjà justement qu'est-ce qu'ils pensent les gens dans ces musées. Mais bon, comme tu n'as pas fait des interviews avec les personnes, les visiteurs, je vois que ça ne sert pas. C'est une autre. Non, j'ai bien compris que ce n'était pas ton viseur, mais je me demande quand même qu'est-ce qu'ils pensent les Japonais qui, quand ils viennent en Europe, ils visitent vraiment d'une façon un peu industrielle en fait. Ils se précipitent dans tous les musées. Et qu'est-ce qu'ils pensent quand ils se trouvent dans un musée comme le Louvre, où il y a des centaines de milliers d'objets, par rapport à cette sorte d'espace à réflexion, d'espace à rêve, d'espace à respiration au fond. Je pense là à ce livre de Junichiro Tanizaki, donc très connu partout dans le monde, qui est donc comment ça s'appelle Sur l'ombre et la lumière. Et c'est donc, quand il a visité, justement, il mentionne dans ses livres, et quand il a visité pour la première fois des intérieurs occidentaux, il était complètement choqué par l'accumulation d'objets et d'œuvres, de meubles, etc., dans les maisons. Et il n'en revenait pas qu'on puisse vivre avec autant de choses autour de soi. Puisque au Japon, chaque chose a une force, une puissance. Alors que chez nous, on a une accumulation de choses qui du coup perdent leur force, on dirait. Autrement, je pense à Urabe Kenko, qui, donc, les heures oisives. Il a écrit donc Les heures oisives, c'est encore un texte du Zuritsu, écrit au fil du pinceau à la première personne. Il dit trop de feuilles, trop d'arbres dans le jardin, trop de pinceaux sur l'écritoire, trop d'objets dans l'espace. Tout ça est inutile en fait. Là, je n'ai pas la citation exacte sous la main, mais le sens est celui-là. Et ça, c'est des écrits du XIVe siècle.
Donc c'est quand même quelque chose qui est caractéristique du Japon, et je pense que c'est à cause de ça que autant les artistes que les architectes ont été complètement fascinés. Dès le début de l'ouverture, donc au milieu du 19e siècle, les artistes, les architectes se sont précipités là-bas. Et moi-même, qui ai étudié donc l'architecture en Europe, donc à Florence exactement, j'ai rêvé de voir ces espaces japonais, et j'avoue que quand j'étais là-bas pour la première fois et que j'ai commencé à voir différemment l'Occident, l'Europe, d'où je venais, je la voyais plus, je comprenais beaucoup de choses qui se sont passées dans l'architecture occidentale depuis la réouverture du Japon, et que je n'avais pas compris avant. Beaucoup de choses, parce que vraiment, l'influence sur les architectes est énorme. Voilà, était énorme, justement à cause de la force de l'espace, de la force de cet espace qui est tellement contraint, codifié, etc., qu'il en devient fort en fait, voilà, et qui est très, comment dire, je ne trouve pas le mot. Bon. Désolée, là j'ai plus de mots. Mais ça se voit dans ton excitation, ça se voit que tu les ressens profondément. Bon, je suis enthousiaste. Voilà, je voudrais remercier notre conférencière et notre future administratrice. Et je vous remercie. On n'était pas nombreux ce soir, mais je pense que c'est un peu le temps, c'est un peu les mauvaises habitudes que nous avons prises avec le Covid, de visiter de moins en moins les musées et de visiter de se retrouver de moins en moins. Sauf que je pense qu'ils ont perdu vraiment beaucoup de choses, parce que l'exposé de Jade était vivant, parce que les images étaient excellentes, parce qu'en plus elle est une excellente photographe, et je vous serais reconnaissante de l'applaudir avec beaucoup de faveur.